Elle a aimé un fantôme, mais l'enfant qui l'a laissé portait une malédiction sans visage. Vous voyez le tableau? Le marché, les criers, les sacs qui grincent comme des vieilles portes. Les femmes qui négocient au son des pesées, les enfants qui courent entre les étals, et au milieu, elle, Amara, avec son panier d'igname, et ses yeux qui ne savent plus où se poser tant ils cherchent un absent. Amara, la fille qui parlait aux nuits. Les gens disaient qu'elle avait perdu la tête. D'autres murmuraient qu'elle gardait quelque chose de trop beau et de trop dangereux pour un cœur vivant. Et puis il y avait Zara, sa voisine, qui ne manquait jamais une occasion de passer l'éponge sur la dignité d'Amara pour y écrire sa propre vanité. Restez avec moi jusqu'à la fin. La morale vaut le détour. Le village respirait à l'heure des racontars. Les portes étaient des oreilles, les murs des postiers. Un secret ici ne restait jamais longtemps secret. Il voyageait, se faisait des amis, revenait agrémenté d'un nouveau piment. Alors, quand Amara commença à sourire aux rafales et à laisser une chaise vide à table, les langues se déchaînèrent. Les hommes parlaient de sortilèges, les femmes de honte. Mamam Mado, la grand-mère qui venait au marché avec un sac de graines et une vérité tout entière dans le regard, secouait la tête en approuvant parfois, en désapprouvant parfois, mais surtout en gardant une sympathie qui sentait la terre mouillée. La vieille femme, celle qu'on appelait simplement la sage, s'installait parfois sous le manguier au bord du marché. Elle connaissait les vents et savait les noms des fantômes, comme on sait les noms des plantes. C'était elle qui donna à Amara un petit bol d'herbe la première fois que la rumeur prit la forme d'un doigt pointé. Pas pour chasser le fantôme, non, mais pour calmer le cœur. L'amour n'a pas toujours de bon sens, dit la vieille femme avec un sourire de qui a vu trop d'amour bizarre. Mais on peut tenir la main à celui qui se perd. La rencontre, quand elle est racontée, devient poème et farce à la fois. On prétendit qu'il venait par les lucarnes, qu'il parlait sans voix et laissait sur le carrelage une odeur d'embrun et d'encens. Amara, qui avait connu la solitude comme on connaît une vieille chemise, le trouva beau d'une beauté qui ne voulait pas Dieu. Ce fantôme, disait-elle entre deux rires honteux, ne lui prenait rien qui fût d'ici-bas. Il lui volait des rêves, peut-être, et donnait en échange des nuits où l'on se sentait entendu. Les nuits se transformèrent en promesses muettes. Et bientôt, le ventre d'Amara devint un secret ambulant. La communauté, fidèle à son métier, observa. Certains offraient des potions, d'autres des salades de parole. Zara, qui avait toujours voulu une histoire à raconter quand le soleil tombait, montra ses crocs. Si c'est un fantôme, alors il n'avait pas de sac pour payer le marché, dit-elle. Et si elle aime un fantôme, qui lui tiendra la main quand la pluie viendra? Les sages vinrent, les charlatans vinrent, les bonnes femmes avec leurs casseroles vinrent, et l'enfant croissait en silence. À la naissance, la surprise fut si grande qu'on entendit des soupirs parcourir la case comme un écho. L'enfant était petit, chaud, silencieux, et son visage, il était absent, comme si quelqu'un avait froissé la page et effacé les traits. Pas d'yeux pour pleurer, pas de bouche pour appeler, pas de nez pour flairer le marché. Une peau lisse, comme polie par l'eau, qui renvoyait la lumière sans renvoyer de regard. Les sages chuchotèrent. Certains firent le signe de la croix, d'autres se mirent à compter les blessures de la nuit. Mamam Mado prit l'enfant dans ses bras, comme on recueille un oiseau tombé du nid, avec la pratique, la douceur et la colère qui sait protéger. Sans visage, dirent les enfants au catéchisme des bruits de rue. Les adultes parlèrent de malédiction, parce que c'est rassurant d'encadrer l'inconnu dans un mot. Amara, elle, regardait ce petit corps avec une sorte de reconnaissance, qui n'avait pas besoin de Dieu pour s'installer. L'absence de traits devint pour elle une nouvelle conversation. Elle lui lisait les marchés, lui parlait de la pluie et des prix du sel. Elle lui racontait des choses que même les fantômes semblaient avoir oubliées, comment plier une feuille de manioc, comment tomber sans casser un rêve. Le hamas d'adhérence sociale, lui, s'empara du reste. Le village prit deux attitudes complémentaires. La crainte cérémonieuse et la moquerie basse. Les enfants le taquinaient, imitant la main lisse du bébé comme si c'était un jouet sans visage. Zara, en particulier, trouva dans cette étrangeté une manne. Elle disait que l'enfant était une honte,
un lien qu'il fallait couper. Elle passa ses journées à souffler des graines de rumeurs dans les oreilles des plus crédules. Elle a aimé un fantôme, et maintenant elle porte la marque de son choix, chantait-elle comme une comptine venimeuse. Amara se retira un peu, non par défaite, mais par prudence. Elle savait que la vérité n'était pas une lampe que l'on allume, elle était plutôt comme un fil qui, si on le tire trop fort, détricote tout. Cependant, le marché n'est pas seulement le tribunal des ragots, c'est aussi le forum des marchandises et le théâtre des objets qui parlent. C'est là que l'intrigue prit la forme d'un talisman. La vieille femme qui connaissait les vents revint un soir avec un paquet. Elle posa sur la natte un petit objet de métal, noirci d'autant d'histoires qu'il avait de rayures. « Ce n'est pas un bijou pour briller, » dit-elle en regardant Amara. « C'est une empreinte. Les fantômes laissent toujours quelque chose qu'ils ne peuvent emporter. » C'était un pendentif, une pierre sombre sertie dans un cercle d'argent. Pas un diamant, non. Un caillou qui semblait garder un fond de pluie. Les gens l'examinèrent comme on regarde un animal rare, avec curiosité et un soupçon d'envie. On commença la quête. Pas une de ces quêtes héroïques avec épées et chevaux, mais une série de tâtonnements populaires. On donna à l'enfant bain d'huile, tisane de racines, prières murmurées à mi-voix. Un guérisseur prit à un moment un miroir et le présenta près du visage vide pour voir si, par quelque coquetterie de la lumière, un trait ne voulait pas apparaître. Le miroir refléta la foule, les étals, le ciel. Il ne montra rien du bébé à part sa police. Dans l'absurde, les remèdes firent naître des scènes plus grotesques que menaçantes, la grand-mère d'un côté lançant des graines, une autre offrant un savon d'où pourrissait le mensonge, et Zara qui observait, sourcils arqués, cherchant la victoire sociale. Et puis vint une rumeur plus précise. Ce n'était pas seulement le fait d'aimer un fantôme qui avait porté la malédiction, mais l'idée que quelque chose avait été caché, quelque chose pris, volé ou renié. Les vieilles parlèrent d'un diamant, non comme pierre, mais comme idée. Un diamant pour elles, c'était tout ce qu'on garde sous la langue de la jalousie. La vieille femme fronça les sourcils. « Les pierres n'oublient pas qui les a tenues, » soupira-t-elle. « Elles gardent la loyauté. » Amara se rappela alors d'un objet qu'elle n'avait jamais vraiment possédé. Un petit sac que le fantôme avait laissé derrière lui une nuit de pluie. À l'intérieur, dit-elle, il y avait une mèche de cheveux, une plume ternie, un petit pendentif dont l'ombre ressemblait à la terre après l'orage. Elle n'avait pas osé montrer ce sac. Dans sa tête, le fantôme s'était transformé en une maison de papier que la vérité ne pouvait pas brûler. Mais le marché, avec ses pattes de brouhaha, finit par trouver le sac. On le montra, le secoua, on le plaça comme on expose un objet jugé trop embarrassant pour être caché. La pièce maîtresse de la révélation eut lieu un samedi, quand le marché était plein comme un tambour. Le soleil cognait, les femmes épandaient la parole comme un tissu qui sèche. Zara avait préparé son grand numéro. Elle venait, disait-elle, prouver la supercherie. Elle exhiba un bijou éclatant, une pierre que l'on croyait imbécilement précieuse. Elle l'avait trouvée dans la maison d'un parent éloigné, et disait qu'avec cette pierre, elle montrerait au village qui était la plus chanceuse, la plus bénie. Les rires tournèrent en une sorte de défi. La vieille femme attrapa la main d'Amara et l'entraîna vers la place. « Il va falloir que la vérité prenne la parole, » murmura-t-elle. Amara sentit son cœur tambouriner comme un initié devant son épreuve. Elle monta sur une caisse, pas pour se faire voir, mais parce qu'il fallait que sa voix traverse la foule comme une flèche. Le silence fut un accord de curiosité. Les marchands cessèrent de crier le prix du riz. Les enfants, qui savent quand une histoire se fait, se tassaient plus près. « J'ai aimé, » dit Amara, « un homme qui n'avait pas de corps que vous puissiez toucher. Il venait quand le village dormait. Il m'aimait comme on aime une chanson qu'on ne peut retenir. Sa voix, d'abord tremblante, prit force. Je gardais un sac avec lui. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas couvert de honte autre que celle que j'ai portée moi-même. Si j'ai fauté, que ce soit devant vous et le ciel. » Zara ricana, fit un pas en avant, prête à lancer son venin. Mais la vieille femme leva la main. Elle sortit du bon vieux paquet le pendentif sombre et le posa dans la paume de l'enfant tenu par Mamam Mado. Le métal, qui jusque-là avait glissé sans bruit,
sembla retenir un souffle. Les gens sentirent comme un courant passer. La pierre était froide et chaude à la fois, comme une rivière sous le gel. « Regardez bien, » dit la vieille femme en se penchant. Elle expliqua d'une voix qui savait flatter autant que bousculer. « Ce que vous appelez malédiction est un miroir. Quand le cœur cache, le visage fuit. Quand le cœur se libère, le visage revient. Un fantôme peut aimer, mais il ne peut pas mentir pour vous. C'est à vous, vivant, de choisir la parole qui rendra visible ce qui est caché. » Les murmures devinrent des questions. Certains durent peur, d'autres, l'espoir. Zara, piquée par l'idée d'être exposée, fit une manœuvre maladroite. Elle brandit la pierre qu'elle présentait comme un trophée. « Regardez, c'est mon diamant. Je l'ai trouvé. Voilà la vérité. » Elle sourit, satisfaite comme on montre une trouvaille au marché. La pierre dans sa main ne tint pas la lumière du soleil. Elle la renvoya en éclats. Et là, le plus étrange advint. Le pendentif dans la main de l'enfant se mit à vibrer, comme un cœur minuscule. Le visage lisse du bébé refléta la foule. D'abord les bouches, puis les sourcils, puis un nez qui ressemblait à celui d'un homme du village. Puis, peu à peu, un relief naquit, pas complet, pas exactement un portrait, mais un visage comme une carte qui se dessine lorsque l'on insiste sur la vérité. Les traits étaient fragmentés, comme si chaque confession ajoutait un coup de crayon. Zara sentit son sourire se fissurer. Sous la lumière du pendentif, on voyait non pas la pierre qu'elle montrait, mais le reflet d'une main qui avait pris sans demander. Le village se leva en un brouhaha. Des voix racontaient, des mains pointaient, des pardons s'échappaient. L'on apprit alors que la pierre de Zara n'était pas trouvée par hasard, mais prise dans la nuit d'un autre voisin, gardée comme un secret honteux. Une vieille femme se rappela avoir vu Zara rôder près d'une case. Les histoires, comme la pluie, trouvent toujours un ruisseau pour couler. Ce fut la première confession. Le visage de l'enfant prit un trait quand la vérité fut prononcée. Un sourcil, une fossette, une étincelle d'œil. Ce n'était pas seulement le fait que quelqu'un avait volé, c'était que les mensonges et les petites lâchetés, les choix de chacun, avaient construit la muraille qui avait effacé ce visage. Chaque aveu enlevait une pierre, chaque déni la cimentait. La vieille femme sourit sans se vanter. « Vous voyez ? Un enfant sans visage n'est jamais qu'un enfant tenant le miroir de nos fautes. » La foule frémit. Il y eut des larmes, des rires surpris, des gestes maladroits de réconciliation. Zara, pour la première fois, n'eut pas de mots. Sa fierté avait pris la forme d'une pierre inutile. Elle sentit, peut-être, que sa victoire se retournait. Mais la vengeance a la paresse du diable. Elle ne meurt jamais sans laisser un dernier souffle. La rivale choisit l'ironie. Elle accusa Amara d'avoir volé aussi, non un bijou, mais la paix du village. « Tu voulais faire de nous des figurants dans ton roman nocturne, » hurla-t-elle. « Tu voulais plus que ce que la vie pouvait offrir. » Amara regarda, et pour la première fois, sa voix fut parure et arme à la fois. Elle dit simplement « Oui, j'ai aimé. Et non, je n'ai pas volé ce que ne m'appartenait pas. Mais j'ai pris quelque chose qui m'était nécessaire. La vérité sur moi. Et je vais la tenir maintenant. » Elle raconta une chose que personne n'avait demandé, mais que tout le monde attendait. L'histoire du sac, du pendentif, des nuits où l'on parle sans peur. Elle parla sans phare. Elle chassa la honte par la clarté. La clarté, ici, travaille comme l'eau sur une pierre. Elle ronge le mensonge et fait apparaître la forme qui dormait dessous. L'enfant, sous les mains de Mamam Mado, vira d'une peau lisse à une joue timide, à une bouche qui balbutia un son. Ce ne fut pas une métamorphose miraculeuse. Le visage n'était pas immédiatement complet, et il fallut des jours, des aveux, des petits repentirs, comme on colle des tesselles sur un vieux mur. Mais le premier trait eut le pouvoir d'enclencher le reste. La malédiction, on comprit, n'était pas une sentence figée. Elle était une affaire de miroir social. La suite fut un temps de petite réparation. Les voisins vinrent demander pardon pour des jalousies anciennes. Certains rendirent des objets qu'ils avaient pris en croyant qu'ils gagneraient avec. Zara, dans un premier mouvement, se ferma. Puis, vint un jour où Mamam Mado la força à s'asseoir en face d'Amara.
Elle la fit regarder le bébé, dont un œil commençait à participer à la conversation du monde. « Tu as menti, tu as poussé, tu as nourri la rumeur, » dit Mamam Mado sans crier. « Mais tu peux tenir la main et apprendre la honte. La honte qui nous apprend l'humilité, c'est une maîtresse sévère mais honnête. » La rivale plia l'orgueil. Elle prit la pierre qu'elle montrait comme un trophée et la promena devant ses propres yeux. Son visage se fendit d'un regret. Ce n'est pas qu'on devint des saints du jour au lendemain. Non, la satire sociale reste. Les habitudes ne meurent pas si facilement. Mais on vit, petit à petit, des gestes de restitution, des paniers offerts au déjeuner, des invitations à la case, des épaules qui se tendent. Quant au fantôme, il ne disparut pas comme un mauvais vent. On dit, dans les veillées, que parfois, au crépuscule, on voit une silhouette qui se tient au bord de la case d'Amara, la regardant, non pas avec envie, mais avec quelque chose qui ressemble à la protection. Les enfants prétendent qu'il fait des grimaces et que parfois il rit d'un rire qui ressemble au frottement des feuilles. Il ne reprit pas l'enfant, ce n'était pas le cas ici, mais il laissa, comme on laisse une promesse, un signe discret. La vieille femme trouva, un matin, un petit caillou poli au bord, semblable au pendentif, posé sur la natte. Le dernier acte, si l'on peut dire, fut plus pratique que poétique. L'enfant ne devint pas un visage parfait d'un jour à l'autre. Il grandit avec des traits réparés comme un jardin réparé après la sécheresse. On y voit des trous, des replants, mais aussi des fleurs nouvelles. Le village apprit à vivre avec la leçon, que les secrets ne s'enterraient pas, qu'ils deviennent seulement plus lourds, et qu'ils finissent par peser sur ceux qu'on aime. Les rues reprirent leur rythme. Les marchands crièrent leur prix. Mais moins de regards étaient vides. Les femmes s'occupèrent de l'enfant comme d'un trésor fragile, non pas parce qu'il était béni, mais parce qu'il était un écho collectif de leurs responsabilités. Quant à Zara, la morale se joua d'elle avec la lenteur d'un tonnerre qui éduque. Elle perdit quelques amis, gagna quelques autres, mais surtout, elle gagna une bonne histoire à raconter. Les vantardises d'autrefois se transformèrent en prudence. Elle ne se renferma pas dans la honte totale. Elle apprit la disgrâce comme on apprend un métier, en échouant, puis en recommençant. Amara, elle, resta la femme qui aimait les nuits. Elle n'en fit pas un drame ni un triomphe. Elle fit de son choix la leçon qu'il était. Aimer parfois dépasse le cadre du village, mais vivre dans le village demande un courage quotidien qui prend la forme de la franchise. Elle apprit que les amours étranges ne sont pas des preuves de folie, mais qu'elles exigent la clarté, si l'on veut que ceux qu'on porte ne deviennent pas des martyrs de notre silence. La vieille femme eut le dernier mot, comme dans tout bon conte. Elle prit le pendentif et le posa sur la natte, entre le marché et la case, comme on pose une balise. « Les fantômes aiment, » dit-elle. « Ils laissent parfois des cadeaux, mais le vrai trésor, c'est la parole quand elle se rend à la lumière. » Et elle rit, parce que les vieilles femmes rient, elles qui ont vu des amours et des pierres venir et repasser. La morale, mes amis, arriva sans sermon. Elle se glissa dans les gestes. Rends ce qui n'est pas à toi. Dis ce que tu as gardé. Protège ceux qui n'ont pas de voix. Les secrets ont de longues jambes, et les fantômes ne font pas de loi. Ils nous regardent simplement, et parfois, par leur silence, nous forcent à parler. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour plus d'histoires qui mordent.